Bonjour les étudiants, aujourd'hui je vais présenter une correction de T22 relative, au module réseau étendu. Je commence par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, vous avez une trame de type Link Access Procedure pour Flame Relay. Alors, il est demandé pour chaque trame de, premièrement, déterminer les différentes parties de la trame, à savoir l'entête, les données et le Frame Check Sequence, FCS, de dire si cette trame s'agit d'une commande ou d'une réponse, et de retrouver le DLC utilisé pour acheminer cette trame. Je passe alors à la correction. Si je prends la première trame, toute trame DLC commence nécessairement par un panion et se termine par un panion. Ce panion il est égal à 7E. Donc on a un panion au début et un panion vers la fin. Entre les deux fanions, il existe trois champs principaux qui sont l'entête, les données et le PM Check Sequence. L'entête, il est de 2 octets à 4 octets, ça dépend. Le FCS, il est de 2 octets et les données peuvent avoir jusqu'à 4096 octets. Si je prends l'entête maintenant, l'entête elle est composée donc de 0C41. Chaque valeur sera écrite en binaire sur 4 bits, parce que ça c'est écrit en hexadécimal. Donc le 0 sera 4 0, le C sera le 1 1 0 0, le 4 sera le 0 1 0 0 et le 1 sera le 0 0 0 1. Ok, une fois on a écrit ça en binaire, ok, je prends les 6 premiers bits, ça fait partie du DLCI. Le bit suivant, c'est un bit qui indique si la trame courante est une trame commande ou réponse. Le bit suivant indique si c'est la fin des adresses. Il est généralement égal à 0. Ensuite, 4 bits encore qui vont faire partie de DLCI. Donc, on va les ajouter aux 6 premiers bits qu'on a déterminés. Ensuite, on a le bit suivant, c'est un bit qui indique une congestion dans le sens descendant. Et le bit, ce bit s'appelle FECN, c'est pour Forward Early Congestion Notification. Le bit suivant, c'est un bit qui indique la présence d'une congestion dans le sens ascendant. Il est dit Backward Early Congestion Notification. L'avant-dernier bit, c'est un bit qui indique Discard Eligibility, qui signifie est-ce que cette trame est prioritaire ou peut être supprimée en cas de congestion. Et le dernier bit, c'est un end of address qui indique que le DLCI s'arrête, plutôt le champ en tête finit à ce niveau-là. Ok, il y a d'autres formules ou d'autres structures pour des entêtes étendues. On va les voir dans d'autres exemples. Ok, donc ça donne au total 2 octets, donc 16 bits au total. Ok, donc je reviens vers le champ commande espace. Tant que c'est égal à 0, c'est-à-dire que cette trame est une trame de commande, c'est-à-dire elle sera utilisée dans le sens descendant d'une source vers une destination. Si le champ il est égal à 1, c'est une réponse à une requête, à une commande, et elle sera acheminée d'une destination vers la source. Maintenant, je regroupe les 6 bits DLC 1 plus les 4 bits DLC 2 pour construire 10 bits. L'ensemble constitue maintenant le numéro de DLC utilisé. Donc, je traduis ça en décimal, ça donne le DLC 52. Les 2 bits, ce sont les bits Forward Early Congestion Notification, Backward Early Congestion Notification.
Généralement, le FCN est utilisé avec les commandes et le BECN est utilisé avec les réponses. Ce sont des indicateurs de congestion. Et en cas de congestion, nécessairement, on doit supprimer quelques trames de réseau pour reprendre l'état équilibré du réseau. C'est pour cela, des trames, lorsqu'elles sont marquées avec un bêta 1, c'est-à-dire que ces trames peuvent être supprimées. Si elles sont marquées avec un 0, alors on ne peut pas les supprimer. Je prends le deuxième exemple. Alors, en éliminant les fanions, bien évidemment, l'entête sera 58AB. Sur 16 bits, j'écris ça en binaire. J'obtiens les 16 bits correspondants. En traduisant 5, ça sera 0, 1, 0, 1. Le 8 sera 1, 4, 3, 0. Le A sera 1, 0, 1, 0. Et le B sera 1, 0, 1, 1. De cette manière-là, le DLCI sera regroupé les 6 bits premiers avec les 4 bits indiqués par DLCI 2. Et j'obtiens le DLCI numéro 362 qui sera utilisé. Le champ où le bit CR est égal à 0, donc encore ça c'est une commande, c'est-à-dire elle sera acheminée d'une source vers une destination. Et le champ FECN il est marqué 1, donc on va notifier à la destination qu'il s'agit bien qu'il existe un nœud par quoi on a passé et ce nœud il est congestionné. Et bien évidemment cette trame c'est une trame moins prioritaire, donc on a placé DE égale à 1 pour dire que en cas de congestion on peut supprimer cette trame. Ok, je passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on a deux terminaux A et B qui souhaitent échanger des informations. Alors, ils vont établir une connexion full duplex, une connexion dans les deux sens. La première question, quel est le nombre de circuits virtuels nécessaires pour assurer cette connexion full duplex, sachant que, bien évidemment, un circuit virtuel d'envoi il est unidirectionnel, donc automatiquement, si j'ai 4 liens sur ma topologie et deux circuits virtuels sont nécessaires par lien, alors au total, j'ai besoin de 8 virtual circuits. Représenter l'établissement de la connexion entre A et B. Alors, pour établir une connexion, on utilise bien évidemment une trame de type setup, en mettant le champ F de cette trame-là avec F égale à 0 pour dire que ce n'est pas le terminal. Okay? Ce n'est pas la destination terminale. Cette trame sera acheminée via un réseau entre les FRAD. Et donc FRAD c'est pour Frame Relay Access Device. Cette trame sera acheminée via ce réseau-là entre les FRAD avec F égale à 0 jusqu'à arriver au FRAD qui connaît B. Dans ce cas-là, le FRAD qui connaît B va mettre F égale à 1 pour indiquer que c'est la dernière, le dernier message qui sera acheminé à la bonne destination. Le B va répondre par un message de connect qui sera acheminé via le réseau, via le chemin bien évidemment inverse, jusqu'à arriver au FRAD qui gère le terminal A. Dans ce cas-là, le FRAD qui gère le terminal A va indiquer connect au nœud A ou au terminal A. Lorsqu'on transmet, lorsque le FRAD de A transmet la requête vers le réseau à la recherche du nœud B, il va indiquer à A un call processing. Ok, passons maintenant à la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on suppose que les DLCI définis au niveau de chaque équipement sont donnés par les tableaux suivants. Alors, les FRAD
DCE. FRAD, c'est pour Frame Relay Access Device, Data Connection Equipment. Le FRAD A, il gère un ensemble des DLCI, y compris le DLCI 0 qui est destiné pour le contrôle des liens et la gestion des liens. Il est utilisé généralement sur le User Network Interface, alors que le 1023, c'est un virtual circuit qui sera utilisé au sein de votre réseau et il sera utilisé donc sur les interfaces Network to Network Interface. Ok, le protocole respectif qui seront utilisés pour la gestion des liens sur les User Network Interface, ça s'appelle le LMI, ok, Local Management Interface, alors que le protocole qui sera utilisé au niveau interne du réseau ou du Network to Network Interface, ça s'appelle Consolidated Link Layer Management. Ok, voilà, donc ici on a le DLC 0 et le DLC 1023 ne sont pas utilisés. Ça, ce sont des DLC dédiés pour la gestion au niveau du réseau, que ce soit la gestion User Network Interface ou Network to Network Interface. Le FRAD B utilise aussi un ensemble de DLC et de Data Circuit Equipment qui est un nœud interne au backbone Frame Relay est associé à un ensemble de DLC. Ok. On va parler tout d'abord du message setup, si vous voulez. Le message setup qui sera utilisé pour établir la connexion. Ça, c'est un message du type LMI qui sera utilisé pour initialiser une connexion. Voilà, donc le numéro utilisé pour indiquer le type de message, ça c'est un message 05. Et vous pouvez voir ça au niveau de type, voilà, type de message. Le call processing, connect, disconnect, release complete, etc. Ce sont les messages utilisés par le protocole LMI, qui est un protocole utilisé au niveau de User to Network Interface. Bien évidemment, le champ F se trouve au référentiel d'appel. C'est le champ qui sera ou bien 0 ou bien 1, bien évidemment 0 par le nœud A dès le lancement de l'établissement de la connexion et le F sera égal à 1 en arrivant à B. Ok, voilà. Donc, vous pouvez trouver ici l'ensemble des messages qu'on a vu déjà dans l'établissement du message. Le DLC utilisé sera le DLC 0. Ça, c'est un message du type Local Management Interface. Ok. La deuxième question sera déterminer un mappage de DLCI au niveau de chaque DCE dans les deux cas suivants. Premièrement, le réseau n'autorise pas qu'un nœud sollicite un DLC particulier. Et ça signifie que la distribution des DLC sera réalisée par le réseau et qu'un utilisateur ne peut pas choisir un DLC particulier qui sera utilisé. Ok, donc si je reprends l'exemple, sachant que au niveau de chaque liaison, il y aura deux DLCI, un DLCI descendant et un DLCI ascendant. Donc, on a pris l'exemple de le DLCI descendant, c'est le 35, et le DLCI ascendant, c'est le 53. Dans ce cas-là, si je définis bien évidemment au niveau de Frame Relay Access Device A, alors le in sera le 35, le out sera le 18. De même, le in sera le 81, la sortie sera 53. Donc, les données provenant via le DLC 35 seront acheminées via le DLC 18. Les données provenant via le DLC 81 seront acheminées via le DLC 53. Ok, maintenant, au niveau de Data Circuit Equipment, de la même manière,
on associe in DLCI in, DLCI out. Donc, on aura le DLCI 18 sera redirigé vers le DLCI 47. Le DLCI 74 sera redirigé vers le DLCI 81. Et finalement, au niveau du B, le DLCI in sera acheminé. Le DLCI in, ce sont les données qui proviennent via le DLCI 47 seront acheminées via le DLCI 27 et en contrepartie, les données qui proviennent via le DLCI 72 seront acheminées via le DLCI 74. De cette manière-là, on a établi deux chemins. Un chemin descendant composé par le DLCI 35, 18, 47 et 27 et un DLCI ascendant composé des DLCI 72, 74, 81, 53. Donc, pour dire correctement les choses, on a créé un chemin ou un virtual path composé de différents chemins virtuels VC qui sont 35, 18, 47, 27 pour le virtual path descendant et un virtual path composé de 4 virtual circuits qui sont les 72, 74, 81 et 53 dans le sens ascendant. En cas où elle ne peut solliciter un virtual circuit via bien évidemment le protocole LMI, alors il doit commencer par sélectionner à la place de 35 un DLCI descendant, ok, selon bien évidemment la liste des DLCI disponibles. Et en contrepartie, le neveu doit aussi a le droit de choisir un DLCI ascendant à partir de la liste disponible. Ok. Passons maintenant à l'exercice 3. L'exercice 3 présente un réseau ATM composé de 3 commutateurs ATM utilisant le modèle AAL5. Deux nœuds A et B vont échanger 1000 octets. Alors, on va en premier lieu retrouver le padding à ajouter aux données utilisateurs. Deuxièmement, on va déterminer le nombre de cellules ATM créées. Et troisièmement, déterminer la durée de transmission. Le padding est la quantité de données à ajouter pour avoir un nombre exact de cellules. Donc, si la taille d'une cellule AAL5 est de 53 octets, qui est composée de 5 octets en tête et 48 octets donnés, alors le nombre de cellules résultant, ça sera la taille totale divisée par la taille de données. Ça donne 1000 divisé par 48, ça donne presque 20,83. Donc, on comprend qu'il est nécessaire de utiliser 21 cellules. Maintenant, la taille à ajouter ou le nombre de zéros à ajouter, ce qui est le padding, sera le nombre de cellules estimé multiplié par 48 octets, moins la taille originale des données. Donc ça donne 1008 moins 8 moins 1000, ça donne 8 octets à ajouter sous forme des zéros. Ça s'appelle le padding. Ok, maintenant en ajoutant les 8 bits, les 8 octets, je m'excuse, en ajoutant les 8 octets à 1000, on va obtenir exactement 21 cellules. Ok, maintenant, la taille totale envoyée sera le nombre de cellules en résultant multiplié par la taille d'une cellule de 53, donc ça donne 1113 octets. Ok, maintenant on va calculer la durée de la transmission, sachant que 1000 bits seront acheminés chaque seconde selon la topologie représentée. Donc, on a indiqué sur la topologie que le lien est de 1 kilobit par seconde, qui signifie 1000 bits chaque seconde. Donc, si 1000 bits seront acheminés chaque seconde, alors 1113 multiplié par 8, ça nécessite 1113 multiplié par 8 divisé par 1000.
secondes. Et sachant que ça, c'est la durée sur un lien, et on a 4 liens, alors on multiplie par 4 et on obtient 35,76 secondes au total. Passons maintenant à l'exercice 4. On a un message de 300 000 octets à transmettre sur un réseau ATM qui utilise AAL5. La question, on souhaite savoir quel est le nombre de cellules nécessaires pour transmettre ce message. Ok. À l'entrée de la couche ATM, un bloc au maximum doit avoir 65 535 octets. Donc, si on divise la taille de notre message par la taille d'un bloc, on obtient 4,577 blocs. Et donc, il y aura 4 blocs de 65 535 et un bloc de 37 859. D'où vient le 37 859 octets? En fait, c'est égal à 0,577 multiplié par la taille d'un bloc. Et ça, c'est un bloc de 37 859. Ok, maintenant, il est exigé au niveau de AAL5, avant de passer à la couche ATM, que la taille du bloc soit multiple de 48. Donc, il y aura du padding à ajouter à chaque bloc de 65 535, en plus de les informations d'entête qui est de 8 octets, il faut ajouter du padding afin d'avoir un multiple de 48. Maintenant, pour les blocs complets de 65 535, donc on ajoute pour chaque bloc 8 octets. Et si on divise par 48, on obtient 1365 multiplié par 47. Ici, on va créer 1366. Donc, si on crée 1366 cellules, on peut calculer le padding ajouté au bloc de 65 535. Donc, si on a 1366 cellules, si on multiplie 1366 par 48, on obtient 65 568 octets. Si on fait la différence entre 65 568 et 65 535, on obtient 33 octets de padding à ajouter à ce bloc-là. Ok, maintenant, pour le bloc partiel qui est inférieur à 65 535, donc de la même manière, on va ajouter 8 pour l'entête et on va diviser par 48, on obtient 788,91. Donc, on va envoyer 789 cellules. De la même manière, on va calculer le padding à ajouter. Okay. Si on multiplie 789 par 48, on obtient 37 872. Si on fait la différence entre 37 872 et 37 859, on obtient un padding de 13 octets. Pour calculer le nombre total de cellules, on multiplie alors 1366 fois 4, car on a 4 blocs complets, plus 799 cellules pour le bloc partiel. Au total, on aura 6253 cellules. Ok, donc j'ai attaché à cette page-là la figure de AAL5 qui permet d'indiquer la taille de 8 bits à ajouter à chaque bloc de 65 535. Ok, merci pour votre attention. S'il y a des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Ok.